le moment où le sol s'est tu. Laissez-moi commencer par une petite confession, une de ces honnêtes petites histoires que l'on ne raconte que lorsqu'on ne cherche pas à vous vendre quoi que ce soit à la fin. Il y a des années, j'avais un carré de tomates qui semblait correct. Pas parfait, pas terrible, juste correct. Les feuilles étaient vertes, les tiges étaient bien droites. Les plants se comportaient comme des plants sont censés se comporter. Mais à la récolte, on aurait dit que les tomates faisaient le strict minimum, comme si elles pointaient, regardaient autour d'elles et repartaient discrètement. Alors, j'ai fait ce que la plupart d'entre nous ont appris à faire. Je les ai nourris davantage. Et pendant un court moment, ça a fonctionné. Les plants sont devenus plus grands, plus verts, plus vite. Cette réponse, rapide et satisfaisante, que l'on ressent presque dans sa poitrine, comme si on avait résolu le problème. Mais ensuite, quelque chose d'étrange s'est produit. Elles sont devenues plus exigeantes. Elles voulaient plus d'eau. Elles semblaient avoir besoin de plus de traitement, de plus de sauvetage, de plus de réparation. Et le sol en dessous a commencé à sembler fatigué. Pas sec, pas mort, juste fatigué. Comme si quelque chose avait disparu. Comme s'il avait perdu son étincelle. Et c'est là qu'une pensée m'a frappé. Une de ces pensées qui vous font vous arrêter et fixer votre propre potager comme s'il essayait de vous confier un secret. Est-ce que je faisais pousser des tomates ou est-ce que je faisais pousser de la dépendance? Parce que, dans la forêt, personne ne nourrit les séquoias, personne ne verse de liquide bleu vif dans leurs racines, personne ne leur donne un coup de pouce hebdomadaire avec une étiquette promettant des miracles. Et pourtant, ces arbres se dressent là, comme des gratte-ciel vivants depuis des siècles. Voici donc la question que je veux que vous gardiez à l'esprit alors que nous commençons. Et si la véritable technologie n'était pas la bouteille, mais le réseau sous vos pieds? Pendant des décennies, l'agriculture industrielle a appris aux plantes à vivre avec ce que je ne peux décrire que comme du fast-food. Azote rapide, phosphore rapide, potassium rapide. Énergie instantanée, croissance instantanée, verdure instantanée. Et tout comme le fast-food pour les humains, cela fait du bien au début. Cela semble beau au début. Cela fonctionne même pendant un certain temps. Mais il y a une raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui. Et ce n'est pas parce que le jardinage est soudainement devenu à la mode sur Internet. C'est parce que le monde commence à changer les règles. Dans de nombreux endroits aujourd'hui, de certaines parties du Minnesota jusqu'en Floride et entre les deux, les autorités durcissent les limites concernant le lessivage des nutriments parce que nos rivières et nos lacs ne peuvent tout simplement plus le supporter. Les proliférations d'algues, l'eau trouble, les panneaux d'avertissement sur des lacs autrefois propres, ce n'est pas seulement la nature qui fait des drames, c'est l'addition qui arrive dans la boîte aux lettres. Maintenant, laissez-moi être clair, parce que je veux que vous me fassiez confiance. Il ne s'agit pas toujours d'une interdiction totale et radicale partout, comme un interrupteur que l'on actionne du jour au lendemain. Le plus souvent, il s'agit de restrictions, de limites, de nouvelles règles, de nouvelles formalités administratives, de nouvelles conséquences. Mais le message sous-jacent est le même. Et c'est un message que tout jardinier comprend au plus profond de lui-même. Nous payons la facture d'eau pour ce que nous déversons sur le sol. Et c'est exactement pourquoi un vieux secret refait surface en ce moment, presque comme s'il attendait dans l'ombre que le monde moderne admette enfin qu'il a fait une erreur. Les scientifiques lui ont donné un nom. Ils l'appellent le Wood Wide Web, un réseau fongique vivant sous terre qui peut considérablement améliorer l'accès d'une plante à l'eau et aux nutriments, surtout dans un sol fatigué. Le genre de sol avec lequel beaucoup d'entre nous travaillent, dans des jardins qui ont été sollicités intensément pendant des années. Mais je l'appelle quelque chose de plus simple, quelque chose que l'on peut ressentir entre ses mains. L'Internet originel de la nature.
Parce qu'une fois que l'on voit ce qu'il fait, on réalise que ce n'est pas juste de la terre là-dessous. C'est de la communication, c'est du commerce, c'est une main-d'œuvre, c'est un système. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer un puissant inoculant vivant à la maison pour environ 2 dollars en utilisant une méthode qui ne dépend pas de grandes entreprises, d'un marketing sophistiqué ou d'un sac de sport resté dans un entrepôt surchauffé jusqu'à ce que la vie à l'intérieur s'éteigne discrètement. Et je ne vais pas vous demander de me croire sur parole. Je vais également vous montrer un test simple que vous pouvez réaliser dans votre propre jardin afin que vous puissiez observer la différence de vos propres yeux, dans votre propre sol, de vos propres mains. Parce qu'au final, la vérité n'appartient pas à l'étiquette la plus criarde. La vérité appartient aux racines. Pour comprendre ce qui se passe réellement dans votre jardin, nous devons remonter loin, très loin, bien avant les pelouses, bien avant l'agriculture moderne, et même bien avant les dinosaures. Les plantes avaient un problème. Elles pouvaient fabriquer du sucre à partir de la lumière du soleil, grâce à la photosynthèse. Mais elles étaient de piètres mineurs. Leurs racines sont fortes, certes, mais à l'échelle microscopique, elles sont maladroites. Elles ne peuvent pas se glisser dans les minuscules fissures du sol où se cachent les meilleures ressources, phosphore, zinc, cuivre et autres micronutriments qui font la différence entre survivre et s'épanouir. Alors, les plantes ont passé un accord. Elles se sont associées à des champignons, les mycorhizes. Pas les champignons que vous voyez à la surface, mais un réseau vivant de filaments si fins que vous pouvez à peine imaginer leur propagation dans le sol comme un câblage invisible. Considérez cela comme un simple échange. La plante dit « Je te paierai en sucre » et le champignon répond « Je t'apporterai de l'eau et des minéraux que tu ne peux pas atteindre ». Et ce réseau ne se contente pas d'aider un peu. Il peut étendre la portée de la plante de manière spectaculaire, un peu comme si vous donniez à votre plant de tomates un second système racinaire, composé de filaments vivants qui explorent le sol bien au-delà de ce que les racines seules peuvent faire. Ainsi, lorsqu'un semis reste petit et qu'un autre décolle soudainement, le secret n'est parfois pas dans la graine, mais dans la connexion souterraine. Récapitulation. En une phrase, les jardins sains ne sont pas nourris. Ils sont connectés. Puis vint le XXe siècle et la promesse d'une certitude chimique. Azote, phosphore, potassium, NPK. Ces 3 lettres sont devenues une sorte de prière moderne, un raccourci, une garantie. Et pour être juste, dans de nombreux endroits, cela a fonctionné, du moins au début. Les cultures naines sont devenues plus grandes, les champs plus verts, les rendements ont grimpé, surtout à court terme. Les gros titres parlaient de miracles. Mais sous terre, quelque chose d'autre se passait, quelque chose que l'on ne pouvait pas voir depuis la route, quelque chose qui n'apparaissait jamais sur l'étiquette. Car lorsque vous déversez des nutriments faciles d'accès dans le sol, en particulier du phosphore, la plante sent un repas gratuit et prend une décision froide et pratique. Pourquoi donner mon sucre à des champignons alors que je peux obtenir des nutriments instantanément? Alors, la plante cesse de payer. Elle réduit le flux de sucre vers ses partenaires fongiques. Les champignons perdent leur source de nourriture. Le réseau s'affaiblit silencieusement, lentement, comme les lumières qui s'éteignent dans une ville, quartier après quartier. Et une fois que ce réseau s'affaiblit, la plante change. Non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle a perdu sa main-d'œuvre souterraine. Elle a besoin de plus d'eau parce que les pailles fongiques qui l'aidaient à puiser l'humidité au loin ont disparu. Elle a besoin de plus de protection parce que ses alliés souterrains qui favorisent la résilience et l'équilibre ont disparu. Et elle a besoin de plus d'intrants parce que le réseau trophique du sol, l'économie vivante de la terre, commence à s'effondrer. Alors, vous faites ce que toute personne raisonnable ferait. Vous en rajoutez. Vous achetez plus. Vous pulvérisez plus.
vous nourrissez plus, et c'est ainsi que naît la dépendance. Non pas par une loi soudaine, ni par un moment de conspiration dramatique, mais par un système qui privilégie les solutions rapides et oublie la biologie. Et maintenant, après des décennies de cette pratique, nous voyons la facture arriver dans des endroits bien loin de nos jardins. Le surplus de phosphore ne reste pas sagement dans le sol. Il se déplace. Il est lessivé. Il s'écoule vers les lacs et les rivières. Et il nourrit des floraisons qui étouffent l'eau jusqu'à ce que les municipalités installent des panneaux d'avertissement là où les enfants avaient l'habitude de se baigner. C'est pourquoi le discours change. C'est pourquoi les restrictions et les limites se multiplient. Parce que l'ancienne méthode ne dégrade pas seulement le sol, elle dégrade tout ce qui se trouve en aval. Récapitulation en une phrase. Quand on nourrit le sol comme du fast-food, on affame la main-d'œuvre souterraine. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Cela ressemble à une belle histoire. Mais est-ce que ça marche vraiment? Et voici mon honnête réponse, mon ami. Vous n'obtiendrez peut-être pas de haricots magiques. Vous n'allez pas verser quelque chose et vous réveiller dans une jungle le lendemain matin. Ce n'est pas ainsi que se comportent les vrais jardins. Et ce n'est pas ainsi que fonctionne la vraie biologie. Mais vous pouvez absolument obtenir un type de croissance différent. Celui qui compte, surtout pour ceux d'entre nous qui jardinent depuis assez longtemps pour savoir que ce qui est rapide n'est pas toujours sain. Lorsque ce partenariat souterrain est vivant, ce qui s'améliore souvent en premier n'est pas le sommet de la plante. C'est la fondation. Ce sont les racines. Et des racines plus fortes changent tout. Elles aident une plante à rester stable face à la chaleur. Elles l'aident à traverser les périodes de sécheresse avec moins de panique. Elles maintiennent les feuilles plus vertes sans cet effondrement soudain. Elles débloquent des nutriments qui se trouvaient déjà dans votre sol, cachés et chimiquement bloqués, comme de l'argent enfermé dans un coffre-fort. Parfois, cela se traduit par une croissance plus rapide. Parfois, par des récoltes plus abondantes. Et oui, dans des sols fatigués ou endommagés, la différence peut sembler spectaculaire, comme si la plante avait enfin cessé de lutter contre la terre pour commencer à coopérer avec elle. Alors, au lieu de crier « Huitziac » comme un panneau publicitaire, voici la meilleure question à se poser. Que se passe-t-il lorsque vos plantes cessent de travailler seules pour se rebrancher sur le réseau? Car c'est là le véritable changement. Pas un produit, pas une astuce, mais une reconnexion. Et voici le piège, la raison pour laquelle tant de gens essaient cela une fois et repartent déçus. On ne peut pas saupoudrer un produit mort qui est resté des mois sur l'étagère d'un entrepôt surchauffé, dans un trou de plantation, et s'attendre à un miracle vivant. La biologie n'est pas une poudre que l'on secoue, c'est une relation que l'on reconstruit. Ce que vous voulez, c'est de la vie fraîche, vivante et locale. Des champignons qui connaissent déjà votre climat, vos saisons, votre sol, votre type de difficulté. Et une fois que vous avez compris cela, toute l'histoire change, car la question devient simple. Si la meilleure biologie est locale, pourquoi attendrions-nous que de grandes entreprises nous la vendent? Et c'est exactement pourquoi la solution à 2 $ est importante. C'est ici que nous reprenons le pouvoir. Car une fois que vous comprenez que la meilleure biologie est fraîche, vivante et locale, vous n'attendez plus qu'une entreprise vous l'emballe. Vous arrêtez de chercher le sac miracle. Au lieu de cela, vous apprenez à cultiver la vie dont vous avez besoin directement sur votre terrasse, dans un seul pot. Dans les milieux de la biologie du sol et de l'enseignement agricole, il existe une méthode simple, souvent appelée culture piège. J'adore ce nom parce qu'il sonne dramatique, mais en vérité, ce n'est pas compliqué du tout. C'est juste ingénieux. Vous créez la situation parfaite pour que les champignons bénéfiques se multiplient afin de pouvoir les introduire dans votre jardin selon vos propres conditions.
Avant de commencer, laissez-moi vous dire ce dont vous aurez besoin, car c'est l'un de ces moments où la simplicité fait la force. Il vous faut un pot, deux si vous voulez assurer vos arrières. Il vous faut une petite pelletée de terre sauvage et saine, comprenant de fines racines. Il vous faut du sable ou de la vermiculite pour garder le mélange meuble et aéré. Il vous faut des graines de plantes hautes. L'herbe de baya est excellente, mais l'avoine, le maïs, le blé ou même les haricots peuvent fonctionner. Et enfin, il vous faudra le seul ingrédient que la plupart des gens oublient de prévoir, du temps. C'est parti. Première étape, la chasse au trésor. Vous allez trouver un endroit sain et non perturbé près de chez vous. Pas l'endroit le plus beau, mais l'endroit le plus vivant. Une clôture qui n'a pas été touchée depuis des années. La lisière d'un vieux pâturage sous un arbre mature, où la terre semble sombre, grumeleuse et sans la vie. Un endroit qui n'a été ni pulvérisé, ni labouré, ni géré jusqu'au silence. Ensuite, vous allez prendre une toute petite pelletée de terre, petite et respectueuse, ainsi que quelques-unes de ces fines racines semblables à des cheveux. C'est important. Ces racines ne sont pas juste des racines. Ce sont les autoroutes où vit la biologie. Cette pelletée est votre culture de départ. Elle contient les champignons locaux qui connaissent déjà votre climat, vos saisons, votre chaleur, vos pluies, votre type de difficulté. Deuxième étape, construire le piège. De retour à votre table, vous mélangez cette terre sauvage avec du sable ou de la vermiculite pour qu'elle reste aérée. Vous n'essayez pas de faire un terreau riche. Vous essayez de créer une maison confortable pour que les champignons se propagent, meuble, respirante, accueillante. Ensuite, vous remplissez votre pot et plantez vos graines hautes. Troisième étape, cultiver sans engrais. C'est ici que les gens s'impatientent, et je le comprends, mais restez avec moi, car c'est là que la biologie devient puissante. Vous laissez cette plante haute pousser pendant 3 à 4 mois. Vous l'arrosez, vous lui donnez de la lumière. Vous la traitez avec bienveillance, mais vous ne la fertilisez pas. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la stratégie. Car nous voulons que ces racines aient juste assez faim pour appeler à l'aide. Nous voulons que la plante dise « Je ne peux pas faire ça seul ». Et c'est à ce moment-là que les champignons interviennent et colonisent le système racinaire. Semaine après semaine, le réseau vivant se multiplie filament par filament jusqu'à ce que ce pot devienne une usine silencieuse de vie souterraine. Quatrième étape, l'astuce cruciale. 10 jours avant l'utilisation. C'est la partie qui ressemble presque à un secret, car elle change tout. Environ 10 jours avant de prévoir d'utiliser ce mélange dans votre jardin, vous arrêtez d'arroser et vous coupez la plante haute à ras du sol. Je sais que cela semble brutal, mais voici ce que vous faites réellement. Quand le champignon sent que son hôte meurt, il passe en mode survie. Il se prépare pour une saison difficile, et dans ce mode survie, il produit une tempête de spores, de minuscules graines biologiques conçues pour endurer et se propager. Vous ne tuez pas la magie, vous déclenchez le plan de secours. Cinquième étape, récoltez l'or vivant. Après ces 10 jours, vous videz le pot dans un seau. Vous hachez les racines en petits morceaux car ces racines sont maintenant colonisées par la vie. Et ensuite, vous mélangez les racines hachées au reste du terreau du pot. Ce que vous tenez dans ce seau n'est pas de l'engrais. Ce n'est pas une poussée chimique. C'est un inoculant vivant, des spores, des fragments de racines colonisées et des filaments fongiques actifs prêts à se connecter à la prochaine plante qu'ils toucheront. Et le coût? Quelques graines, un peu de sable et du temps. Mais la valeur est quelque chose que vous ne pouvez pas acheter dans un sac brillant. C'est la capacité de reconnecter délibérément votre jardin à la biologie. Récapitulation en une phrase. Ceci n'est pas un engrais, c'est une présentation. Maintenant,
L'application est merveilleusement simple, et je veux que vous entendiez cela clairement, car c'est ici que les gens réussissent discrètement ou annulent accidentellement leur propre dur labeur. Lorsque vous plantez, que ce soit une tomate, un poivron, un arbre fruitier ou même une fleur qui vous tient à cœur, prenez juste une cuillère à café de votre mélange et placez-la exactement là où les racines la toucheront. Pas quelque part à côté, pas saupoudré à la surface comme un assaisonnement. Juste là où la motte de racines va reposer, car les spores ont besoin de contact. Ce n'est pas un parfum dans l'air. Ce n'est pas un vœu, c'est de la biologie. Au moment où ces racines fraîches touchent cet inoculant vivant, la présentation a lieu. La plante rencontre son partenaire souterrain. La poignée de main commence. Ensuite, vous recouvrez le trou, arrosez normalement, et laissez le sol faire ce pourquoi il a été conçu. Laissez le réseau commencer à se construire tranquillement, patiemment sous la surface, là où le vrai travail s'accomplit. Mais voici maintenant la règle qui fait tout ou casse tout. La règle qui décide si cela devient un tournant dans votre jardin ou juste une autre expérience que vous oublierez la saison prochaine. Si vous versez du phosphore lourd et rapide juste après, si vous frappez cette plante avec un puissant boost instantané, vous pouvez refermer le partenariat, car la plante prendra la même décision froide que lors de l'ère chimique. Elle sentira le repas gratuit et cessera de payer les champignons. Et le réseau que vous avez mis des mois à faire croître s'éteindra. Alors, pour la première période, réfléchissez comme une forêt. Une forêt n'inonde pas le sol de nutriments rapides. Elle dépose un compost doux. Elle couvre le sol de paillis. Elle nourrit lentement. Elle protège l'humidité. Elle laisse la biologie faire le gros du travail. C'est votre approche ici. Un compost doux, si nécessaire. Du paillis pour retenir l'eau. Une nutrition lente qui ne crie pas au « repas gratuit ». Et ensuite, vous prenez du recul et laissez le partenariat se renforcer. Car une fois établi, vous remarquerez quelque chose qui ressemble presque à un soulagement. Vos plantes ne se contentent pas de pousser, elles font face. Elles tiennent bon, elles récupèrent plus vite. Elles agissent comme si elles avaient un soutien. Et c'est parce qu'elles en ont un. Récapitulation en une phrase. Ne nourrissez pas la bouteille. Nourrissez le partenariat. Maintenant, rendons cela concret. Et rendons cela visuel. Parce que je sais ce que l'on ressent quand on entend une grande promesse en jardinage. Vous êtes là depuis assez longtemps pour savoir que certaines affirmations ne sont que du bon storytelling et que d'autres sont le genre de vérité que l'on peut réellement mesurer. Alors, au lieu de débattre avec qui que ce soit en ligne, voici ce que nous allons faire. Nous allons laisser les plantes répondre. Préparer 3 pots identiques. Même taille, même style, rien de sophistiqué. Utilisez la même plante dans les 3, même variété, même âge, idéalement le même jour de transplantation. Placez-les au même endroit pour qu'ils reçoivent le même ensoleillement. Et arrosez-les de la même manière pour que personne ne puisse blâmer les conditions plus tard. Le pot A est votre témoin, juste de la terre normale, celle que vous utilisez d'habitude. Le pot B est facultatif. Si vous avez un produit de mycorhize du commerce qui traîne, c'est là qu'il va. Si vous n'en avez pas, passez cette étape. Ce test fonctionne dans les 2 cas, et le pot C est la star. Celui-ci reçoit votre mélange de culture piège, utilisé exactement comme nous venons d'en parler, là où les racines le toucheront. Ensuite, vous faites quelque chose que la plupart des jardiniers ne font jamais, mais que tout bon enquêteur fait. Vous prenez des notes. Pas des notes compliquées, juste des observations simples et honnêtes, semaine après semaine. Vous regardez la hauteur, vous comptez les feuilles, vous observez la couleur, un vert profond et stable par rapport à ce look pâle et stressé qui va et vient. Vous notez la date de la première fleur,
car la floraison vous en dit long sur le confort de la plante. Et après une journée chaude, faites attention à la récupération. Certaines plantes flétrissent et restent flétries, comme si elles étaient vaincues. D'autres rebondissent, comme si elles avaient un soutien invisible. Et c'est là tout l'intérêt. Nous testons l'invisible. Vient ensuite la révélation, le moment qui met fin aux discussions. À la fin de votre période de test, retirez délicatement les plantes et regardez la motte de racines. Pas seulement la croissance supérieure, pas seulement les feuilles, les racines. Parce que le système racinaire dit la vérité que l'on ne peut pas contester. Il montre si la plante a construit une véritable fondation ou si elle était simplement soutenue artificiellement par le haut. Et si vous voulez un petit moment wow à la caméra, si vous voulez que vos spectateurs aient un déclic, prenez un microscope USB et regardez ces racines de près. Parfois, on voit l'histoire sous ses yeux. Des filaments fins, des fragments de racines colonisés, une connexion vivante, là où l'œil ne voit normalement rien. C'est pourquoi j'adore ce test. Il ne repose pas sur la croyance. Il repose sur la preuve. Récapitulation en une phrase. Si c'est réel, les racines le montreront. Maintenant, parlons du moment qui fait que la plupart des gens abandonnent. Quelque chose va un peu de travers. Le pot n'est pas parfait et vous commencez à vous dire « c'était peut-être juste une belle idée ». Mais je veux que vous vous souveniez de quelque chose d'important, surtout si vous jardinez depuis des décennies. Il s'agit de biologie, pas d'un bouton sur lequel on appuie. Vous n'appuyez pas sur « Start » sur une machine. Vous reconstruisez une relation souterraine. Alors, si quelque chose dévie, cela ne signifie pas que vous avez échoué. Cela signifie simplement que votre petit écosystème demande un ajustement. Voici les 3 problèmes les plus courants et les façons les plus simples de les résoudre. Le premier problème est lorsque la plante hôte pousse mal, que les feuilles semblent faibles, que la croissance est lente et que le pot semble lourd. La plupart du temps, cela signifie que le sol est trop compact ou trop détrempé. Les champignons aiment l'air, les racines aiment l'air. La vie a besoin d'espace pour respirer. Donc, si votre pot semble dense, ameublissez-le. Ajoutez plus de sable ou de vermiculite pour qu'il reste aéré, et arrosez un peu moins. Vous n'essayez pas de le garder mouillé comme une éponge. Vous essayez de le garder vivant, comme un sol de forêt, humide, oui, mais jamais noyé. Le deuxième problème arrive aux gens bien intentionnés. Vous fertilisez par accident, peut-être par habitude, peut-être parce que vous aviez pitié de la plante hôte. Et dès que cela arrive, l'hôte arrête d'appeler les champignons parce qu'il n'a plus faim. C'est comme si vous lui offriez du fast-food alors que vous essayez de lui apprendre à cuisiner. Si cela arrive, ne paniquez pas et ne réfléchissez pas trop. Commencez simplement un nouveau pot et engagez-vous à ne pas mettre d'engrais. Cette méthode fonctionne mieux quand la plante a une raison d'inviter les champignons. Le troisième problème est lorsque votre mélange se dessèche ou cuit au soleil. Rappelez-vous, vous manipulez des spores et des filaments vivants. La chaleur et une sécheresse sévère peuvent gravement les stresser. Donc, quand votre culture piège est prête, conservez-la au frais, légèrement humide et à l'ombre, et essayez de l'utiliser le plus tôt possible. Considérez cela comme un levain pour le pain. C'est vivant. Traitez-le comme quelque chose de vivant, pas comme quelque chose que l'on peut oublier dans un garage surchauffé. Et un dernier conseil qui compte, non seulement pour les résultats, mais pour l'intégrité. Quand vous prélevez votre terre de départ dans la nature, ne prenez qu'une petite pelletée. Soyez respectueux. Remettez la litière de feuilles en place. Laissez l'endroit comme s'il était intact. Et évitez les zones qui pourraient être polluées, près des routes à fort trafic, des sites industriels ou des endroits où il est interdit de perturber le sol. Nous empruntons une étincelle à la nature.
Nous ne la volons pas, parce que c'est plus qu'une astuce de jardinage. C'est jardiner avec respect. Nous vivons dans un monde de l'instantané. Nourriture instantanée, solutions instantanées, réponses instantanées, engrais instantanés. Et pendant un temps, cette vitesse peut sembler réconfortante. On peut avoir l'impression de contrôler la situation. On peut se croire enfin plus malin que la nature. Mais vous et moi savons quelque chose que le monde moderne ne cesse d'oublier. Les meilleures choses de la vie ne se construisent pas dans la précipitation. Un mariage solide ne se construit pas en un week-end. Un enfant bien élevé n'est pas façonné par des raccourcis. Et un jardin qui a du sens, celui qui vous nourrit, vous apaise et vous rend fier chaque fois que vous sortez, ne s'obtient pas en appuyant de plus en plus fort sur le même bouton fatigué. Les meilleures choses se construisent par la connexion. Et c'est ce que ce mélange de terre à 2 $ est réellement. Ce n'est pas seulement un moyen d'économiser de l'argent, bien que ce soit le cas. Ce n'est pas seulement une méthode ingénieuse, bien qu'elle le soit. C'est la restauration d'un pont biologique qui a été silencieusement brisé pendant des décennies. C'est une façon de dire « j'en ai fini d'être dépendant de la bouteille ». C'est une façon de sortir de ce cycle, où chaque problème a son produit, et chaque produit crée un nouveau problème en aval. C'est un petit acte d'indépendance accompli avec douceur. Un retour à une sagesse ancienne que nous pouvons aujourd'hui expliquer par une compréhension moderne. Alors essayez. Créez votre culture piège. Fabriquez cet inoculant vivant et lancez le test des 3 pots dans votre jardin, car les preuves sont puissantes et rien ne donne plus confiance que de voir de ses propres yeux. Et quand votre voisin se penchera sur la clôture pour vous demander pourquoi vos tomates semblent plus stables, plus robustes, plus vivantes, pourquoi elles semblent mieux supporter la chaleur, récupérer plus vite et continuer à produire comme si elles n'avaient pas peur de la météo, vous pourrez sourire et dire simplement « J'ai enfin embauché la main-d'œuvre souterraine ». Parce que c'est ce que vous avez fait. Vous avez réinvité les aides qui ne vous envoient jamais de facture. Et maintenant, je veux avoir de vos nouvelles, car cette chaîne est une communauté, pas un cours magistral. Dans les commentaires, dites-moi avec quel type de sol vous travaillez. Est-il sablonneux, argileux, limoneux? Et que devrions-nous tester ensuite? Les tomates ou les poivrons? D'ici là, gardez vos mains sales et vos cœurs toujours verts. À bientôt. Si cette histoire a changé votre regard sur la vie sous vos pieds, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous découvrons l'histoire naturelle que le monde moderne a tenté de remplacer. Cultivons ensemble un avenir plus résilient. Le prochain trésor de la Terre sera bientôt révélé.